Depuis la fin de la dernière ère glaciaire jusqu'à nos jours, la baie des Sept-Îles a abrité des peuples nomades, des pêcheurs téméraires et des gens d'affaires ambitieux. Elle a vu des maisons se dresser modestement sur ses rivages, puis des villages, des villes et la métropole de toute une région du Québec. Elle a vu des industries prendre leur essor, des quais se construire et un petit havre de village se transformer lentement en l'un des plus grands ports océaniques d'Amérique du Nord. Voici la brève histoire portuaire de Sept-Îles. Un chapitre de notre histoire économique qui est assez fascinant, méconnu, c'est celui des forges de Moisy. Il y a eu aussi une fonderie qui a été installée à Moisy, où on récupérait littéralement le minerai de fer du sol, puis on en faisait des briquettes. Comment concrètement ça se déroule? Bien, on a nécessité la construction d'un petit village au complet du côté est des forges de Moisy. Donc ça semble aller assez bien. Le petit village grandit jusqu'à abriter près de 400 personnes, à une époque où tout le reste de la Côte-Nord ou presque ne vit que de la pêche. Autour de 1875, on va mettre fin aux opérations. Donc on parle d'un clin d'œil industriel moderne, si on veut, qui aura duré à peine une dizaine d'années. On avait aussi des baleiniers au milieu des années 1800 qui avaient développé un site d'exploitation de l'huile de baleine. En 1905, il y a une entreprise qui est fondée par des Montréalais, la Quebec Steamship Whaling Company, qui va cibler la région de Sept-Îles comme lieu d'opération. On est en 1905. À l'époque, Sept-Îles, c'est un minuscule village de quelques centaines de personnes. Et l'entreprise, en quelques mois, va faire appel à des employés sept-îliens pour construire un quai, construire des entrepôts, des logis pour les travailleurs, aménager aussi un espace où on peut accumuler l'huile de baleine. C'est un boom économique à l'époque, d'employer 30 à 40 personnes de Sept-Îles dans un village où il y en a quelques centaines. C'était quelque chose d'important. Il y a un boom économique majeur qui va marquer la région de Sept-Îles au tout début des années 1900. Et ce boom-là découle d'un développement industriel lié à la forêt. Les frères Clark, ils sont 4. Les frères Clark, des Britanniques, avaient développé Clark City, avaient construit un quai, un chemin de fer pour transporter de la pulpe vers l'Angleterre. Très rapidement, en quelques années, on va aménager un village, construire un barrage, construire une usine de transformation, construire un petit chemin de fer qui va relier l'usine à la baie de Sept-Îles. Donc, on va construire un quai de ce côté-ci de la baie. Les opérations commencent en 1908 et déjà, on retrouve à Clark City quelques centaines de personnes. Des gens qui vont venir du Bas-Saint-Laurent, d'ailleurs sur la côte, mais aussi un fort contingent des îles de la Madeleine. Même des Européens qui vont se retrouver mêlés aux opérations. Pendant ces années-là, Clark City est une ville moderne où on retrouve théâtre, hôtel, on retrouve des services, entre autres comme l'électricité, l'eau courante, tandis que les villages avoisinants sont encore à une autre époque. On est encore axé sur l'économie halieutique, la pêche à la morue, etc. Donc Clark va amener non seulement des gens là, mais des gens aussi à Sept-Îles. On a besoin de bûcherons l'hiver aussi. Aux origines, on a eu besoin d'une main-d'œuvre importante pour aménager toutes les infrastructures. Ce qui fait que le petit village de Sept-Îles, de quelques centaines de personnes, à partir des années 1910-15, va se rapprocher du millier de personnes. Mais encore là, c'est rien comparé au gigantesque boom que la ville va connaître dans les années 50 suite à l'exploitation des gisements de fer de Longueuil. Aucune commune mesure. Aucune commune mesure, même avec la pâte et papier, je dirais. De toute façon, tout était gigantesque. Dans les années 1950, Sept-Îles connaît une croissance économique fulgurante qui n'a rien de comparable avec l'impact des industries qui s'y sont déjà implantées au tournant du siècle. L'histoire de cette transformation inattendue commence dans une contrée sauvage située beaucoup plus au nord, un vaste territoire qui s'étend de la baie d'Ungava jusqu'au Labrador.
Parmi les collines chauves, les arbres chétifs et les innombrables lacs aux contours indécis, le fer abonde à fleur de terre. Donc, ceux qui fréquentaient jusque dans le territoire de chasse de Shefferville, parce que c'était une plaque tournante du caribou, nécessairement là, étaient en mesure de... Surtout à Shefferville, où le fer est bien différent de celui de Fermont ou de Wabush. C'est à l'état brut. Alors, c'est rouge, ça rouille. Donc, c'était patent, là, comme... puis les indices là, sont à fleur de sol. C'était presque pelletable. Ça fait que c'est clair que faut y aller pour le comprendre là, et le voir. Là. Cette caractéristique particulière du sol attira l'attention d'un missionnaire oblat originaire de Suisse, le père Louis-François Babel. Entre 1866 et 1870, il sillonne à pied cette terre inhospitalière, bravant la faim et les rigueurs mortelles de l'hiver, afin d'évangéliser les peuples autochtones du nord-est du Québec. Féru de géographie et de géologie, il observe méticuleusement les lieux à l'aide de sa lunette Rochon, dresse près d'une centaine de cartes, flaire à de nombreux endroits la présence de minerais de fer et consigne toutes ses découvertes dans un épais journal. Quelques 20 ans plus tard, le géologue montréalais Albert Peter Lowe, alors à l'emploi de la Commission géologique du Canada, se lance dans une véritable campagne de prospection au Labrador-Ongava. Il étudie les notes de Babel et entre 1892 et 1895, il parcourt plus de 11 000 km. Il établit des relevés, corrige les cartes, dresse des inventaires et bien sûr, il analyse les sources ferrugineuses. À son retour, Lowe soupçonne déjà la présence de millions de tonnes de minerais de fer dans la région. En 1929, deux géologues torontois engagés par la New Quebec Company, William James et James Gill, découvrent le premier gisement exploitable dans la région du lac Ruth, près de Shefferville, mais la crise boursière d'octobre met fin à la prospection. 7 ans plus tard, la Labrador Mining and Exploration envoie le géologue Joseph Arlington Retty au Labrador pour diriger une campagne de prospection. Avec l'aide d'un trappeur inou de cette île, Mathieu André, Retty déniche un gisement à haute teneur au lac Sawyer, à environ 100 km de Shefferville, lequel ne manque pas de susciter l'intérêt des compagnies minières. L'expérience de prospection de ces explorateurs téméraires aurait certainement été plus difficile sans le savoir séculaire des Inuits qui les ont guidés. Pour ces nomades, qui ne craignaient pas cette terre hostile, un voyage pédestre de cette île jusqu'à Shefferville n'avait rien d'extraordinaire. Eux migraient à la fois de la rivière Moisy puis de la rivière Sainte-Marguerite, parce qu'ils étaient divisés comme en deux groupes. C'est sûr que le groupe de la rivière Moisy voyait, dans le fond, le minerai de fer à l'état brut qui descendait des rivières. Donc ça a permis aux explorateurs, dans les échanges de communication, de voir qu'il y avait effectivement là, des mines dans le nord. Dans son journal, Babel note avec admiration la mémoire des lieux des peuples Inuits et Naskapi qu'il rencontre. Ils nous rendent compte des moindres accidents de terrain, de toutes les sinuosités des lacs et des rivières. Ils connaissent chaque arbre de la forêt. La fin de la Seconde Guerre mondiale et l'épuisement des réserves de fer aux États-Unis encouragent les efforts de prospection dans le Labrador-Ongava. Retty finit par établir son camp de base au lac Nob en 1947. Son travail révélera la présence de plus de 400 millions de tonnes de minerais. En juillet de la même année, un groupe de 8 financiers se rend au Labrador pour évaluer les travaux de prospection. L'un d'eux, George Humphrey, président de la société minière M.A. Hanna, visiblement échaudé par l'absence de gisements d'or dans ce coin de pays, exige des découvertes plus que miraculeuses. Le 27, on conduit ces hommes au lac Ruth, au pied d'une falaise où se dresse un gigantesque affleurement de minerais de fer. Pris d'excitation devant ce spectacle géologique unique, Humphrey s'exclame « C'est la première fois de ma vie que je vois une paroi de minerai de fer jaillir de la terre comme cela. Je pense que nous ne devrions pas laisser cette richesse-là nous échapper. » Le soir, on décide de lancer la plus vaste exploitation de minerais de fer en Amérique. C'est ainsi qu'en novembre 1949, la Hollinger North Shore Exploration Company, la Anna Coal and Ore Company et 6 autres compagnies d'acier se regroupent pour fonder l'Iron Ore Company. C'était, dans le fond, un investissement américain là, qui venait principalement de Cleveland, aux États-Unis, parce qu'il y avait des aciéristes qui étaient dans ce secteur-là. Puis l'objectif, c'était clairement d'assurer un approvisionnement. À l'époque,
il n'était pas question de transformation ici. On sécurisait, dans le fond, du minerai de fer, on le transportait au cœur des États-Unis. Le consortium américain investit 375 millions de dollars dans les différents chantiers nécessaires, qui comprennent notamment la construction de la ville de Shefferville, d'un chemin de fer qui relie le site des gisements à la côte du Saint-Laurent et d'un terminal de transbordement portuaire pour l'expédition par bateau. On choisit cette île pour construire ce port minéralier. Une décision majeure qui scellera définitivement le destin industriel de la ville. Je crois que la guerre froide et l'après-guerre ont eu un impact significatif sur l'idée d'aller exploiter ces mines qui étaient quand même très, très au nord. Et cette île, de par sa configuration, c'est un port en eau profonde. Si on a une stratégie militaire, là, on peut couler des navires de guerre ici puis passer par-dessus. Il n'y a pas d'inquiétude. Ce n'est pas Pearl Harbor. Alors, c'est sûr qu'en Amérique du Nord, ça devenait quand même un pôle stratégique là, au niveau portuaire, toujours avec cet esprit de guerre. Donc, on avait un radar aussi là, qui était à Moisy pour la surveillance dans le cadre de NORAD. Alors, il y avait une stratégie, je pense, nord-américaine, mais surtout américaine, d'assurer aussi un approvisionnement en minerai de fer. Il y a des mines de fer aux États-Unis, mais on avait là une espèce de grenier de ressources naturelles là, sur lesquelles on pouvait mettre la main et puis exploiter. Ce qui a aussi, il ne faut pas perdre de vue, entraîné, là, parce que l'installation de la minière IOC date du début des années 50, ici, qui était une compagnie à ce moment-là américaine. On développait la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, en réalité, on ouvrait la possibilité d'amener des ressources naturelles, comme d'en exporter, bien entendu, là, mais au cœur de l'Amérique, aussi en Ontario. Donc, au niveau des aciéristes, ça devenait très important parce qu'on avait une ressource première là, qui était accessible. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a développé le port de cette île. La construction d'un chemin de fer entre Shefferville et cette île était à l'époque une idée folle, mais non moins admirable. Quelques 575 km de rails destinés à soutenir l'un des trafics les plus lourds de l'histoire ferroviaire, dans une région sauvage et hostile, selon un tracé impossible à concevoir de nos jours. Bien, écoutez, ça, c'est une épopée parce que, en fait, il y a beaucoup de lacs. Il s'agit juste là, de survoler un petit peu au nord de cette île pour se rendre compte là, de l'immensité d'eau potable qu'il y a là. Alors, imaginez construire un chemin de fer, là, on ne transporte pas du grain, là. Ça va être lourd. Je ne sais pas si on pourrait même le construire aujourd'hui en termes de coûts, mais surtout en termes de coûts environnementaux. Parce qu'à l'époque, on prenait autant que possible, puis c'est comme ça dans le monde ferroviaire, des lignes droites. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on pourrait effectivement y aller aussi droit, là, si droit soit-elle, la ligne de chemin de fer, en fonction de nos nouvelles normes environnementales ou des normes environnementales qu'on s'est dotées. Mais à tout événement, c'était les normes de l'époque. En plus des installations de la mine et du chemin de fer, on doit construire 2 centrales hydroélectriques, une sur la Sainte-Marguerite et l'autre sur l'Ashwanipi, aménager les infrastructures portuaires nécessaires à la manutention du minerai à cette île, ériger les camps le long de la ligne ferroviaire pour loger et nourrir quelques 6 900 hommes et mettre en place un gigantesque pont aérien qui fonctionnera jour et nuit pour alimenter les chantiers. Le journal montréalais La Patrie parle de l'entreprise du siècle dans un article du 7 janvier 1951. Le mot d'ordre à l'Iron Ore Company, Ore in 54, du minerai en 54. Nous sommes en octobre 1950. On commence tout juste à décharger les premiers équipements industriels à cette île. Les travailleurs ont à peine 4 ans pour venir à bout de cette entreprise titanesque. Rapidement, le vieux quai déborde d'arrivage. Vivres, matériaux, tracteurs, foreuses, niveleuses, pelles mécaniques, etc. Une vue particulièrement grandiose dans un village qui n'est encore qu'un modeste port de pêche.